Eh bien, bonjour à tous. Nous allons aborder maintenant cet après-midi la question des difficultés de l'accès à l'innovation en France. Nous allons aborder plusieurs clés d'accès à l'innovation. On parlera un peu plus tard de gros sous, de financement et de solvabilisation de la demande. Mais avant, je voudrais qu'on aborde la question de l'écosystème, en fait, de savoir qu'est-ce qui fonctionne et surtout qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'écosystème et ce à quoi il faudrait remédier. Laurence Perrault. Merci de me donner l'opportunité d'échanger avec vous tous et toutes. Sur l'écosystème, en fait, il y a 2 jours, les entreprises du médicament ont fait cette annonce un peu solennelle d'en appeler à s'investir dans des états généraux du médicament, mais pas tout seul. Si on regarde le contexte géopolitique, le médicament rentre dans un moment géopolitique absolument inédit. Et on se dit que soit on le gère tout seul et on voit depuis toutes ces années comment ça marche ou pas, et qu'on a en fait besoin de partager avec toutes nos parties prenantes, de la recherche, en passant par les médecins, les officines, l'hôpital évidemment, et nous dans ce dispositif. Et donc ces états généraux sont extrêmement importants pour retravailler ensemble, poser un peu le contexte du modèle économique qui va faire que demain, on va pouvoir continuer à avoir accès à l'innovation, qui est le thème de notre après-midi. Et pourquoi on pose ces états généraux? Parce que, et Monsieur le ministre me fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi, nous le citons souvent, puisque moi c'est ma 3e rentrée au LEM. Et ma première semaine au LEM, nous avons été invités, voire un peu convoqués, à juste titre probablement, par Aurélien Rousseau. Et je me souviens qu'il nous a tous réunis dans une salle en nous prenant à partie les uns et les autres en disant « Quand je vous rencontre chacun, vous faites très bien votre travail, sauf que collectivement, il y a un truc qui ne marche pas. » On était à l'époque sur une crise des pénuries et donc il nous a demandé de nous engager. Et en fait, en nous engageant dans une charte contre les pénuries, il nous a forcés d'une certaine façon à travailler ensemble. 3 ans après, c'est pas parfait, mais on n'a pas rien fait. Et on est dans une situation qui est bien plus respectable qu'il y a 3 ans. Et pourquoi on parle de ça? Parce que travailler ensemble, ça nous a demandé chacun de faire un quart de tour. Et avec l'Agence du médicament maintenant et tous les laboratoires notamment, on a su mettre en place un dispositif. Donc le collectif, l'écosystème, il faut le faire travailler ensemble. Et cette expérience que moi j'ai pu avoir avec d'autres, bien sûr, montre que ça marche. La France doit marcher ensemble. Donc voilà, sur cette première partie de débat, voilà pourquoi nous en appelons aux états généraux du médicament avec l'ensemble des parties prenantes. Laurence Contaracius, l'écosystème, vous demandez aussi des états généraux du dispositif médical. Alors moi je vais prendre un angle tout à fait différent parce que il faut espérer que l'innovation c'est pas un rêve, parce que sans innovation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il n'y a pas de santé. Ce matin, on a eu plein de discussions, cet après-midi aussi. Et puis, qui est-ce qui fait l'innovation? On n'a pas non plus parlé beaucoup de souveraineté, en fait, tout à l'heure. Et en fait, c'est les industriels, partant des startups, aux PME, PMI, aux ETI et aux grands groupes. Et quand même, depuis toutes nos discussions ce matin, on a très peu parlé, en fait, de l'industrie. Et il n'y a pas de santé sans industrie, et il n'y a pas d'innovation sans industrie. Un chiffre, et je pense qu'il ne vous a pas échappé, c'est 27 millions. Est-ce que vous savez ce que c'est que 27 millions? C'est le nombre de salariés en France. Et si, dans le travailler ensemble qu'évoquait Laurence ce matin, on se décidait enfin à intégrer les industries de santé, on pourrait peut-être avoir de nouvelles pistes qui n'ont pas été discutées ce matin. Parce que l'innovation, ça répondrait à une des problématiques certainement qu'on a vues ce matin, sur la prévention. Alors on reviendra après sur le financement. Mais les industries aussi, c'est 27 millions de salariés, eh bien on pourrait peut-être faire aussi des choses avec eux sur la prévention. La bonne nouvelle, parce que je suis hyper optimiste, mais il va falloir être un peu courageux aussi, c'est qu'on peut peut-être même, si on travaille ensemble, pouvoir mettre en place de la prévention avec les industries de santé et avec tous les industries. Parce que tous les salariés sont intéressés à la santé. Donc tous les salariés sont intéressés aux innovations. Et je pense que j'avais presque envie de dire, et tout à l'heure Laurence me dit, t'as pas l'air stressée. Si, évidemment je suis hyper stressée. Mais j'avais presque envie de me dire, refaire un charme, si on ne parle pas des industries
et des industries de santé, eh bien, je ne suis pas sûre qu'on doit encore venir, parce qu'on a plein d'industriels, en fait, qui sont dans cette salle, et on ne peut pas continuer à les ignorer. Donc, travailler ensemble, oui, mais s'il vous plaît, on inclut tout le monde, parce qu'en effet, sinon, cet écosystème, eh bien, oui, l'innovation, elle n'existera plus. Alors, on a eu une très mauvaise nouvelle ce matin. Et là, il va falloir être très optimiste et très courageux, parce que je ne sais pas si certains ont regardé la presse, mais il y a un des économistes qui clairement nous a tous démontré que si M. Trump abaissait les prix, en fait, de l'ensemble des innovations de santé, ça allait tuer les innovations. Et là, on va pouvoir, à mon avis, s'accrocher ensemble pour pouvoir mettre tout ce que les Américains faisaient en innovation pour qu'on puisse avoir accès à ces innovations. Alors, donc c'est une affaire collective. Sur l'aspect de la rivalité ou de la coopération avec les États-Unis, il y a un sujet qui est l'attractivité de la France et cette capacité que nous avons ou que nous n'avons pas à promouvoir l'écosystème français. Charles-Édouard Esquerra, qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est un des rôles de l'AIS, pour améliorer cet aspect? D'accord. Merci pour l'invitation, déjà. Bon, déjà, je ne vais pas être celui autour de la table qui est l'optimiste BA, que tout va bien, il n'y a pas de souci, il y a des difficultés qu'il faut surmonter, et on est tous d'accord là-dessus. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, réunis ici, on est quand même un certain nombre, non pas à faire de l'innovation à rêve inaccessible, mais une réalité tangible. Et c'est ce pourquoi on travaille collectivement, et je pense que les différentes tables rondes le démontrent assez facilement. Petit sujet, oui, je pense qu'on a un vrai, une capacité à devoir plus, désolé du terme, mais un peu mieux marketer l'offre France. On est un certain nombre à le faire. Je pense évidemment à France Biotech, je pense à French Healthcare, je pense bien évidemment à Business France, enfin un certain nombre d'organisations qui au quotidien en fait sont en charge de la promotion de l'attractivité aussi du pays à l'étranger et d'amener des investisseurs. Les points aussi sur lesquels nous on le voit, moi j'ai des investisseurs aussi que je vois et qui me disent finalement c'est pas si mal que ça en fait. Et oui, on a quand même un écosystème qui est ultra dynamique. Une fois qu'on a dit ça, qu'on prenne depuis la recherche fondamentale jusqu'à l'arrivée au pied du patient et du professionnel de santé, on a tout un continuum aussi dans lequel l'État a pas mal investi. Je pense aux objets, aux grands objets type biocluster, les instituts hospitalo-universitaires qui chaque jour produisent de l'innovation. Je pense aussi, je ne dis pas encore une fois que tout va bien, mais je pense aussi à cette capacité qu'on peut avoir à mieux transférer ces innovations. Donc au quotidien, on essaie de promouvoir cette attractivité et je pense qu'il faut aussi se dire que c'est pas si mal que ça ce qu'on fait et que nonobstant le fait qu'il y a un contexte géopolitique où on voit quand même où c'est transféré. Vous avez parlé des États-Unis, on peut regarder aussi du côté de l'Asie un petit peu les transferts qui sont en train de se faire en matière d'innovation. Je pense que ça ferait sens aussi à ce qu'on puisse collectivement se dire oui, on a quand même une carte à jouer et on a un terreau qui peut permettre de le faire. Est-ce que vous vous sentez soutenu par les industriels qu'on vient d'entendre sur justement ce marketing de l'écosystème français? Très clairement, de manière générale, oui. Pourquoi ? Parce qu'on entend des discours catastrophistes. Oui, mais je pense qu'il faut aussi faire un petit peu la part des choses. J'ai peu d'industriels, je crois, et qui me disent j'ai pas envie de partir à l'export, j'ai pas envie de me développer, j'ai pas envie qu'il y ait des sujets sur lesquels il faut travailler, sur lesquels on travaille d'ailleurs en matière d'accès, en matière de recherche clinique, ça c'est un fait, il y a pas de souci. Mais je pense que collectivement l'industrie, j'ai cité quelques organisations, Système, le LEM, je pense aussi il y a une volonté de promouvoir une attractivité du pays parce que c'est l'intérêt de tous, je veux dire. Donc oui. Et de même que l'État aussi a quand même la volonté de faire promotion de son attractivité, de l'attractivité du pays. Alors, vous avez évoqué les instituts hospitalo-universitaires, les IHU. Monsieur Rapin, vous avez réalisé il y a quelques années un rapport sur les IHU. Est-ce qu'en matière d'écosystème, c'est un exemple? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre, multiplier sur de nouveaux domaines? L'écosystème à la française, c'est d'abord l'association de gens. On l'a évoqué à l'instant. Alors moi, je ne suis pas un acteur de l'innovation comme vous pouvez l'être, simplement un constateur, un contrôleur au travers la Commission des finances. Et effectivement, il y a quelques années, pas tant que ça, j'ai réalisé un rapport sur les IHU, un rapport de contrôle pour la Commission des finances du Sénat, pour voir comment fonctionnaient ces IHU.
si l'argent public qui y était injecté était bien valorisé. Et j'ai constaté au fil des rencontres, des différents dispositifs IHU en place, que c'était un système qui fonctionnait pas si mal que ça. En tout cas, c'était un exemple. Probablement qu'il nécessitait des améliorations, notamment dans la gestion du conseil d'administration, mais en tout cas, un écosystème qui, à la faveur de l'innovation, à la faveur de la recherche, était quand même assez exemplaire. Est-ce qu'il en faut plus ? Je pense qu'il en faut plus. En tout cas, c'était la synthèse de mon rapport, c'était de dire ce système, cet écosystème à la faveur de l'innovation et de la recherche, qui associe des gens de différents secteurs, est intéressant. D'autant, et on en viendra peut-être à cette question-là tout à l'heure, qu'on a vraiment une relation importante à mettre en place, encore aujourd'hui en France, vous l'évoquiez, entre la recherche publique et la recherche privée. Alors voilà, c'est effectivement la clé suivante, c'est le partenariat public-privé. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour améliorer encore la collaboration entre deux sphères qui ont des temporalités différentes, qui ont des traditions, des histoires différentes? Comment on peut encore rapprocher ces deux entités? Alors, la dernière loi de programmation de la recherche a mis en valeur justement des éléments pour améliorer cette recherche, cette collaboration entre le public et le privé. Mais moi, pour avoir entendu les différents acteurs, tout repose aussi sur la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance est encore une petite méfiance. Et on arrivera à progresser quand les différents acteurs pourront intégrer leurs données. Néanmoins, je pense que côté recherche publique, l'effort est fait aujourd'hui comme il doit être fait. C'est-à-dire, et là je sors quelques chiffres, je ne suis pas un homme de chiffres, mais j'essaye de comparer. Dans l'OCDE, la recherche publique française, c'est 0,75% du PIB. C'est 0,72% en moyenne dans le reste de l'OCDE. Par contre, on a un retard en recherche publique. Alors ça va peut-être à l'encontre de ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux industriels, mais c'est clair. Et là, je parle de toute recherche confondue. Mais globalement, en faisant la moyenne, on a un retard en matière de recherche publique. On est à peu près à 1,5%, alors que les autres pays de l'OCDE approchent les 2%. Donc il faut faire cet effort, il faut continuer cet effort. Quels sont les moyens ? Je n'ai pas la clé aujourd'hui de la façon dont ça peut fonctionner. Mais si on permet aux acteurs de la recherche publique et au public en général de mieux s'investir et d'avoir des retours plus intéressants, même financièrement, sur le produit issu de la recherche privée, à laquelle elle aura participé la recherche publique, on pourrait peut-être arriver à trouver des moyens d'entente. En tout cas, c'est ce que proposent certains rapports du Sénat, entre autres les nôtres. Laurence Contaracius, Laurence Perrault, qu'est-ce que vous attendez de la recherche publique ? En quoi est-ce que, vis-à-vis de la recherche qui est effectuée au sein de vos adhérents, de quoi vous avez besoin en plus pour que les relations avec la recherche publique se développent, s'améliorent, se renforcent ? C'est un très bon point et merci de mettre la confiance au cœur. Et il y a des choses très positives en fait en France et vous avez raison aussi de nous appuyer sur nos piliers forts. La recherche financée par exemple par les industriels du médicament, c'est 6 milliards en France et notamment dans des partenariats public-privé ou privé-privé. Tous les 2 ans par exemple à Bercy, on organise un grand événement pour mettre en relation des entreprises et les laboratoires et donc on est dans une logique public-privé, privé-privé. Donc on a des initiatives très fortes et l'intérêt c'est que notamment par un outil qu'on développe et on le développe aussi avec l'AIS, l'Horizon Scanning, qui nous permet en fait de voir à 5-10 ans l'évolution thérapeutique et ça nous donne 2 clés de vision pour financer l'innovation demain, c'est-à-dire les parcours de soins, comment nous allons être soignés demain et ce que ça va coûter demain. Si on anticipe ensemble, alors la question de la confiance n'a plus à se poser puisque ensemble on sait comment construire l'avenir pour notre santé en France. Et pourquoi c'est urgent et c'est maintenant qu'il faut le mettre en place. Et toute la journée, moi j'ai été frappée de toutes les tables rondes où en fait ce sujet de arrêter de travailler en silo, chacun dans son couloir de nage, c'est que la géopolitique s'invite de façon massive. Alors soit on le craint et donc on va se renfermer, soit on le prend comme
peut-être une opportunité à retrouver de la souveraineté sanitaire et de nous désensibiliser à des grands blocs qui, elles, n'hésitent pas à investir. Nous travaillons sur nos fondamentaux. 6 milliards par an, c'est de l'argent pour construire notamment cette innovation de demain. Et donc, continuons à le construire ensemble et dans la confiance, vous avez raison. Moi, je vais revenir sur 2 points. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que disait Laurence. Le premier, alors en termes de SNITEM et de dispositifs médicaux, c'est surtout comment on peut mieux se faire connaître. Parce que je pense qu'on travaille très très bien ensemble, mais qu'on a une industrie qui est extrêmement large. Et pour bien travailler ensemble, il faut bien se connaître. C'est d'ailleurs aussi valable pour nos politiques qui souvent, même si on travaille ensemble, il y a une grosse différence entre le médicament et le dispositif médical. Donc ça, c'est vraiment un axe important. Et quand on parle partenariat, recherche, il y a aussi tout ce qui est innovation, j'allais dire organisationnelle ou innovation de ce qu'on peut faire aussi avec l'ensemble des centres. On a beaucoup parlé des solutions et Elisabeth nous a beaucoup invités à penser aux solutions. Donc la première, c'était appuyons-nous sur les entreprises qui ont un grand nombre de salariés. Et la deuxième, c'est appuyons-nous aussi sur les industries de santé et les solutions qu'on peut apporter, par exemple, via les cas d'usage. Dans ma propre société, on a mis en place un bureau des innovations et si on se connaît bien, qu'on arrive à échanger et qu'on visualise qu'est-ce que l'on veut faire, le changement que ça peut apporter et qu'est-ce que ça peut remplacer, eh bien là, je pense qu'on peut résoudre un certain nombre de problématiques en fait, que l'on a dans les centres. Très souvent, si alors on ne se connaît pas, on ne travaille pas ensemble, et si on ne travaille pas ensemble, on ne va pas trouver les solutions adéquates. Et les industriels ont aussi beaucoup de solutions qu'ils utilisent dans leurs propres entreprises, par exemple, qu'on peut aussi réutiliser à l'hôpital. Et tous les produits, mais certainement même les médicaments, peuvent aussi aider à travailler sur des cas d'usage différents ou sur des parcours différents, comme on l'a vu ce matin. Donc c'est un peu ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Je pense qu'il faut l'accélérer. Et peut-être une des spécificités par rapport aux médicaments, c'est comme on a des petites, des moyennes et des grandes entreprises, on travaille beaucoup en consortium. Il faut continuer à travailler en consortium parce qu'une petite société, elle a peu de ressources. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, il n'y a personne qui représente les startups. Si en tant que SNITEM, on représente les startups. Mais quand il y a une startup dans un consortium, eh ben, on s'aperçoit quand même très souvent que s'il y a une société plus importante, on a plus de chances de faire aboutir en fait, le travail de ce consortium. Donc, je réaffirme le travailler ensemble. Juste un petit retour sur l'Horizon Scanning. Où en est l'AIS en la matière? Parce que les débuts ont été laborieux. Voilà, et on attend qu'il y ait des choses qui sortent. Quoi, en fait. On travaille dessus de manière d'arrache-pied avec l'écosystème, l'interministériel aussi, parce que le sujet, c'est pas de faire quelque chose qui soit déjà été fait, parce que des horizons scanning, il y en a qui existent, mais de pouvoir être sur quelque chose qui soit partagé, un cahier des charges, pour reprendre un petit peu la terminologie, qui soit partagé et vers lequel on pourra aboutir. Donc moi, j'ai bon espoir qu'on aboutisse plutôt début d'année prochaine, fin du premier trimestre, en la matière. En tout cas, mes équipes travaillent dessus, ont une vision partagée avec les uns et les autres, parce que en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à quelque chose de partagé pour pas que ça fasse... Enfin, qu'on mette le débat, ok, mais pas qu'on revienne sur les sujets d'indicateurs, pourquoi vous avez pris celui-là. Donc, c'est un peu l'idée qui est sous-jacente. Si vous me permettez, juste sur le côté recherche, il y a un sujet de confiance, je souscris à ce que vous venez de dire, parce qu'il y a aussi des sujets de temporalité qui peuvent être différents quand vous créez des partenariats entre le public et le privé, des temps de décision qui peuvent être parfois décorrélés des nécessités du secteur privé. Et assez concrètement, ça va beaucoup passer par des simplifications. Des simplifications qui vont être d'ordre administratif, peut-être plus de délégations, enfin vraiment des simplifications à ce niveau-là. Et nous, on travaille dessus, on a travaillé dessus avec l'écosystème, pour reprendre la terminologie consacrée. La problématique peut être aussi de quel est le vecteur. Et je pense notamment au projet de loi de simplification de la vie économique, dans le cadre duquel on porte des sujets de simplification en matière d'échantillons. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, où on espère par exemple que ce genre de signal peut être aussi intéressant au niveau des investisseurs qui se disent « Ah, ça bouge, il y a des choses qui avancent ». Il y a d'autres sujets de dématérialisation, de digitalisation qui peuvent être intéressants. Donc je pense que c'est ce sujet de cadre de confiance. Mais de même que du côté des industries, et je pense plutôt aux petites entreprises, start-up, il y a un besoin aussi d'acculturation et de faire comprendre
notamment quand il y a des business plans qui sont mis en place, que s'il y a une collaboration qui doit se faire avec l'hôpital, avec le CHU, ça peut aussi déjà quel est le bon CHU. Donc ça peut être intéressant en orientation. Donc nous, on essaye, ou le CHU, centre de lutte contre le cancer, centre hospitalier, peu importe, mais déjà être capable de les orienter. Et l'autre point que je voudrais signaler ici, c'est la capacité aussi à pouvoir intégrer l'innovation, notamment au niveau des établissements. Et c'est pour ça où on sait que ce sont des organisations qui sont complexes et par essence, et où parfois le chemin pour un porteur de projet peut être un petit peu long en la matière. Donc il y a des initiatives qui ont été prises. Nous, on appelle ça, mais on n'est pas les seuls, il y a une norme même qui existe, le management de l'innovation, qui pour nous semble être quelque chose d'assez intéressant dans la mesure où il permet de structurer et de processer les choses dans l'établissement pour que assez rapidement, on arrive à voir si l'intérêt du porteur de projet, qu'il soit interne ou externe d'ailleurs, et l'intérêt de l'établissement peuvent fitter et donc avancer. Donc soit on avance vite, soit on se dit non et on se sépare, bons amis. Alors on reviendra sur les débouchés. Je voudrais parler maintenant de financement, en particulier de financement de la recherche. Jean-François Rapin, vous présidez la Commission des affaires européennes au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la situation en termes de financement européen de la recherche française au regard de la contribution de la France sur les grands programmes de recherche? Le programme de recherche Horizon Europe, là, sur cette année, 6 années, 2021-2027, c'est 95 milliards d'euros, toute recherche confondue. Donc c'est quand même une manne considérable. J'ai revu les différents piliers sur lesquels, en fait, on pouvait parler de santé, où on pouvait aller chercher des crédits sanitaires ou santé. Et les 4 piliers d'Horizon Europe peuvent, à un moment ou à un autre, être attachés à la santé. Donc ça veut dire qu'il y a matière vraiment à aller chercher des crédits européens. Aujourd'hui, l'état des lieux fait que la France est contributeur net à Horizon Europe. Et il manque, et je l'ai fait valider, c'est encore une idée qui vient du Sénat, mais je l'ai fait valider par le gouvernement de l'époque, il manque aujourd'hui entre 500 et 600 millions d'euros à la France sur sa recherche pour être aujourd'hui à l'équilibre entre sa contribution et son bénéfice de recherche. Donc 5 à 600 millions d'euros, c'est quand même une manne considérable. Qu'est-ce qui explique ? Qui intègre bien sûr, si on reprend les différents piliers d'Horizon Europe, qui intègre bien sûr la recherche en santé. Et qu'est-ce qui explique justement ce retard ou cette différence ? Alors, j'ai une analyse très fouillée sur cette question qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui est sincère. En tout cas, la première chose, c'est de dire qu'effectivement, l'accès aux fonds européens n'est pas forcément facile. C'est une première chose. Et c'est pour ça que les grands opérateurs de recherche, je pense au CNRS par exemple, ont mis des cellules entières, complètes, pour pouvoir aller chercher des opérateurs. Et puis mais pourquoi est-ce qu'il est plus simple chez nos voisins que chez nous en fait il est pas... pourquoi ils s'en tirent mieux, en clair ? Il faut demander aux autorités. Mais il y a un deuxième sujet qui est un petit peu la perversité d'une LPR, d'une loi de programmation de la recherche, qu'on a voulu optimale, et qui a donné en fait une capacité d'accéder au crédit de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche, de façon beaucoup plus facile. Et donc, finalement, on a facilité le travail aux Français dans la recherche française, mais on n'a peut-être pas facilité l'accès aux fonds européens, parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Voilà, ça c'est ma théorie, elle n'est pas partagée par tous, vous le comprenez bien, mais elle est, chiffre à l'appui, quand même assez... Et est-ce que vous proposez quelque chose justement pour améliorer les choses ? Ah ben, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'au dernier budget, nous avons fait des propositions propres à l'ANR finalement, en disant finalement la courbe et la trajectoire qu'on voulait dans la loi de programmation de la recherche est obtenue pour l'ANR. On arrive à des taux de réussite tout à fait intéressants. C'est pas dire stoppons, mais peut-être essayons de ralentir un petit peu la courbe en demandant à l'ANR de se concentrer sur des sujets régaliens. Je pense à la santé, bien sûr, tout ce qu'on veut, la biomédecine, mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Il y a encore trop de projets génériques, à mon avis, qui concentrent des crédits de l'enveloppe ANR. Donc on a un travail à faire de compréhension avec l'ANR. Et toujours dans les amendements qu'on avait proposés, au-delà d'une diminution, non pas d'une diminution, mais d'un arrêt de la courbe d'augmentation des crédits, j'avais proposé en fait un bonus
à tous ceux qui allaient chercher des crédits européens. C'est-à-dire que l'ANR contribuer au travers une partie de son budget à un petit bonus à celui qui obtenait des crédits européens. C'était une façon de marquer le coup. Et finalement, c'est un effort en moins pour la France d'aller chercher ces 500 à 600 millions d'euros. Bien entendu. Sur un autre aspect du financement, plus tardif, en fait, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort, hein, c'est-à-dire la période où on entre dans un développement plus avancé des produits de santé. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter cette vallée de la mort, ou en tous les cas la réduire? Et en particulier, jusqu'où est-ce que l'État, via ces différents dispositifs qui existent, jusqu'où l'État peut financer, doit financer, selon vous, Charlie de Resquera? C'est quand même un sujet qui est un petit peu complexe. Déjà, la vallée de la mort, de manière générale, c'est compliqué de l'éviter. Enfin, en tant que tel, on peut la repousser. Tout le monde ne peut pas y échapper. Je veux dire, n'importe quel économiste peut le dire. La première question, c'est arriver à l'anticiper. Je pense que là encore, il y a un vrai sujet, des fois, d'acculturation et de compréhension qu'à un moment, ça va arriver, parce qu'on a fait un seed, on a commencé un petit peu, et voilà. Heureusement, la plupart le savent. Deuxième point, l'idée, c'est, à défaut d'avoir une vallée de la mort trop profonde, c'est d'essayer de la réduire ou de la repousser. Ça pose la question de débouchés, en fait, commerciaux. Et donc ça, d'être capable peut-être de rapprocher aussi à ce niveau-là. Donc il peut y avoir des mécanismes qui se mettent en place là-dessus. De manière aussi plus opérationnelle, il y a un enjeu aussi, là encore, de simplification, c'est-à-dire de capacité à pouvoir accéder plus facilement, plus rapidement, dans la recherche clinique notamment, à pouvoir délivrer peut-être plus rapidement. Voilà, donc là, on pourra en revenir, mais il y a quand même des solutions, de nouvelles méthodologies qui peuvent se mettre en place. Je pense honnêtement qu'au niveau de l'État et du financement direct, il y a quand même un sujet, à un moment donné, de capacité pour l'État à investir directement, je parle là en dilutif, au regard de règles qui existent, qui sont des règles européennes, avec des notions d'investisseurs avisés, avec des notions derrière qui font que parfois, à mon avis, il y a peut-être un frein, parce que le rôle de l'État doit aussi être capable d'être contracyclique en la matière. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là. Donc en tant que tel, les seuls leviers qu'on puisse avoir, et je pense qu'il faut réfléchir quand même très sérieusement là-dessus, les seuls leviers qu'on puisse avoir, c'est essayer en tout cas de réduire cette vallée de la mort, d'être capable de se dire que plus le TRL avance, TRL 5, 6, c'est vraiment au cœur du sujet, avoir une capacité d'anticipation sur l'arrivée du produit, du service sur le marché, et là créer ces conditions-là. Mais l'injection massive d'argent pour combler la vallée, je n'y crois pas vraiment, et je pense qu'il y aurait des obstacles juridiques assez forts. Il y a un cas qui fait l'actualité actuellement, qui est Carmat, en fait. Quelle leçon on peut tirer de la situation actuelle de Carmat, Laurence Contarasius, puisqu'on est dans le DM. Oui, alors je vais prendre ce point. Déjà, en tant qu'organisation, en tant que SNITEM, on a vraiment pris ce point, puisqu'on a mis en place un think tank sur le financement, où on a entendu Elisabeth avant qu'elle nous le dise, où on va faire des recommandations, en fait. Et là encore, on travaille tous ensemble avec des fonds, des start-up, des grosses sociétés, pour vraiment essayer de reprendre un peu tous les points que tu as donnés. Un autre point qu'on en a discuté ensemble, donc tu aurais pu le dire, c'est comment peut-être en santé, on travaille sur une filière européenne tout de suite, par exemple sur les nouvelles technologies. Et si je reprends Carmat, ça aurait pu tout à fait être le cas. On est dans une problématique européenne, puisque les patients français ne sont pas différents des patients européens. On n'avait pas encore de prise en charge. On ne va pas pouvoir régler l'Europe de la santé là sur un coin de table, ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, chose que je suis vraiment persuadée, c'est qu'on peut se dire sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles innovations, asseyons-nous au niveau de l'Europe où le marché, parce qu'en fait c'est souvent une problématique de marché et de réalisme par rapport à ce marché, eh bien il n'est pas français, mais il est européen. Et là on va donner un souffle énorme à l'ensemble des startups et des bonnes idées. Si je reprends Carmat, tout à l'heure vous disiez, je crois, oui, le deuxième tour était souvent... Enfin là on a mis beaucoup de tours et ma conviction sur ce cas-là, c'est qu'en fait, on n'a pas été suffisamment capable
d'anticiper le marché, d'être réaliste sur ce que ça voulait dire techniquement, économiquement, quand est-ce qu'on allait y arriver? On le sait, le medical device, ça peut prendre 10 à 15 ans. Donc quand on fait un BP sur 5 ans, ben oui, il y a une vallée de la mort tout de suite. Quand on fait un BP sur 10 ans, oui, il y a encore une nouvelle vallée de la mort. Donc je pense qu'il faut du réalisme. Et il faut qu'on soit capable vraiment de penser marché. Je pense que toutes les autres données, on les a. Et si possible, européens sur les nouvelles technologies. Je finirai juste parce que j'ai eu un appel de quelqu'un qui est très connu, qui est Stéphane Garrigue, qui me disait, là, j'ai un super logiciel de télésurveillance, il me faudrait 3-4 millions. Je pense que sur la télésurveillance, on a plein d'offres, il y a plein de personnes dans la salle. Est-ce que ce n'est pas de notre responsabilité de se dire, on est bien sur quelque chose qui peut servir à quasiment tous les pays? Est-ce que c'est notre intérêt d'avoir une multitude de start-up ou est-ce que collectivement, il ne faudrait pas mieux avoir, on va dire, un pôle de taille important? Parce que souvent, on aime bien parler des start-up, mais si on est une grosse entreprise, on l'a eu avec Amazon, on a quand même plus de chances de pouvoir survivre et d'aider à la transformation de notre système. Est-ce que justement, il n'y a pas une volonté d'avoir des champions nationaux? Est-ce que ce n'est pas un problème? Chaque grand pays veut avoir son champion. Alors, moi, j'ai une conviction, c'est que si on pense que France, il n'y a aucune chance pour aucune société. Voilà, c'est tout. Je suis content qu'elle ait fait cette petite passe décisive sur la filière. Non, je pense qu'il y a un vrai. Le sujet européen, c'est quand même l'éléphant des fois au milieu de la pièce en termes de taille de marché et de capacité à pouvoir travailler dessus. Notamment sur certaines filières et le dispositif médical. Oui, c'est la taille qui va bien. Je veux dire, il suffit de reprendre ce que disait le rapport Draghi il y a quelques mois, il faut défragmenter, il faut arriver à uniformiser, à harmoniser. Je pense que c'est intéressant de souligner que la Commission européenne a publié au mois de juillet dernier une stratégie Life Science, on verra. Je pense qu'il y a un Biotech Act qui est en cours aussi. Voilà. Donc on sent quand même que ça va dans ce sens-là, notamment sous la pression extérieure. À un moment donné, il faut aussi être capable de travailler à une échelle de 450 millions de personnes au niveau Union européenne. Sur le côté champion avec des S, bien entendu, nationaux, oui, moi je crois à des capacités d'avoir des chefs de file ou des porte-avions en fait, qui permettent après d'entraîner avec eux des alors licorne, je ne sais pas trop, mais le porte-avions je préfère en l'occurrence. En plus c'est avec l'actualité, mais là, je crois. Et d'ailleurs, on pourra noter que des objets, pour prendre encore un acronyme, vous m'avez excusé, les PIEC, les projets d'intérêt européen, il y a des chefs de file et avec des partenaires qui sont associés. Et ça, c'est au niveau européen. La Commission, c'est porté au niveau de la Commission européenne. Donc, il y a un sujet autour de ça, c'est d'avoir une capacité d'entraînement. Mais objectivement, d'ailleurs, dans certains cas, c'est fait. Enfin, je veux dire. Oui. Bonsoir, Rapin. Oui, sur le sujet évoqué des PIEC, alors par rapport à l'Union européenne, c'est vrai que ce que vous dites, j'abonde totalement, d'autant que dans les sujets qui ont été évoqués dans la conférence sur l'avenir de l'Europe pendant la présidence française, donc c'était une révision totale des politiques européennes, la santé faisait l'objet d'un article indépendant avec des participations d'élus, de citoyens, et donc on a vraiment senti ce besoin. L'industrie, bien sûr, a été mise en exergue parce que les modèles sanitaires sont tellement différents qu'on n'arrivera jamais à une Europe de la santé. En tout cas, je n'y crois pas. Mais je pense aussi que nous avons besoin, et ça c'est un constat français, nous avons besoin probablement d'une présence beaucoup plus forte à Bruxelles, des organisations industrielles, relayées peut-être par les élus, mais on a besoin d'une organisation beaucoup plus puissante que celle qui n'existe aujourd'hui. Et ça, je peux vous le dire, les 500 à 600 millions d'euros, vous me demandiez pourquoi quelquefois les autres pays étaient plus débrouillards que nous, peut-être qu'on a besoin de meilleurs relais, en tout cas, auprès de la Commission. Oui, j'abonde totalement sur, en même temps en rajoutant un sujet d'urgence. Et pourquoi c'est un sujet aujourd'hui de souveraineté sanitaire extrêmement urgentissime? Quand vous regardez les gros blocs qui investissent massivement, si on dézoome Europe, États-Unis, Asie, prenons les essais cliniques, 80% des essais cliniques dans le monde sont aux US et en Asie.
20% en Europe. Et quand on zoome en Europe, nous passons à la 3e, voire 4e place. Donc, est-ce qu'on se fait concurrence entre nous ou au contraire à se dire qu'il faut absolument réinvestir et au niveau européen, on ne pourra pas le faire tout seul parce que ce qu'on doit aller chercher, c'est les 80%. En France, nous produisons une molécule sur 10 qui sort. En Allemagne, c'est 1 sur 4. Et donc, on a une urgence à créer cette Europe de la santé. Et pourquoi ? Parce que quand je regarde, il y a quelques mois, l'Europe a été capable de se mobiliser pour réinvestir sur une Europe de la défense, parce qu'il y a un risque évidemment à nos frontières. Si on a été capable de mobiliser des financements, il faut absolument de façon régalienne qu'on réinvestisse sur la santé. Et l'investissement, ça a un coût, ça a un prix. Il faut accepter de dire que la santé a un prix, a une valeur. Si on ne remet pas, alors ça va être à contre-courant parce que les déficits me disent le contraire, il faut au contraire choisir d'investir dans la santé parce que protéger nos frontières sans protéger la population, ça ne marchera pas. Donc il faut dire aux Français et au niveau européen que le rapport Draghi que vous mentionnez, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut faire des choix politiques. C'est notre 2e rentrée à Cham sans gouvernement. Et donc j'espère que ce ne sont pas des cris dans la mer, mais des cris à se mettre ensemble pour regarder comment réinvestir et dans la santé et dans le médicament, parce que sans médicaments, les médecins ne soignent pas, les hôpitaux ne soignent pas et les officinaux n'ont pas de quoi donner les traitements aux patients. Donc il faut absolument remettre le médicament dans toute cette économie et c'est maintenant. Il y a une urgence à investir maintenant. En tout cas, c'est le cri que nous portons parce qu'il faut faire des choix politiques et le choix sur la santé est absolument régalien. Alors, il nous reste 2 minutes 40. Je voudrais vous demander à chacun s'il y a une idée forte qu'on doit retenir de la table ronde qu'on vient d'avoir. Quelle est-elle ? Eh bien, que l'année prochaine, on n'ait pas uniquement 4 ministres de la Santé, mais 4 anciens ministres de l'Industrie, parce que si on arrive à travailler ensemble, eh bien, on pourra répondre à avoir des médicaments et des dispositifs médicaux comme éléments de changement et d'accélération des problématiques pour notre système de santé. Charlie de Resquera. Moi, j'en aurais 2. Je pense qu'on a un peu parlé du niveau européen, mais je pense que c'est un vrai sujet quand même à investir un peu plus. Et je pense qu'il y a un momentum aussi qui peut se créer. Puis on a une contrainte aussi qui aura échappé à tout le monde, à personne, en la matière. Le 2e sujet, je pense, c'est un peu, on en a parlé ce matin, je crois, aux tables rondes, c'est la question de programmation, de loi en tout cas, je ne sais pas si c'est une loi de programmation en santé ou c'est une loi pluriannualité et pas vue simplement sous un angle budgétaire, mais sous un angle un peu plus global. On parle de prévention, on parle de réorganisation des soins, on parle d'investissement, ça demande un petit peu de visibilité. Voilà, 2e. Ok. Jean-François Rapin. Membre de la commission des finances du Sénat, je vois bien sûr l'aspect budgétaire avant tout, même si je suis médecin et que je devrais écarter ça de mon esprit, mais ça n'est pas possible. On a tous finalement demandé indirectement des augmentations budgétaires. Alors comment on les finance ? Voilà, c'est ça, ces augmentations. Tout à l'heure, je crois qu'il y a une table ronde sur la donnée. Et je crois qu'aujourd'hui, la donnée est en train d'entrer dans un cercle de business qui va devenir incontrôlable, et très vite incontrôlable. Donc je pense qu'il est intéressant d'aider l'innovation et la recherche au travers justement la donnée, parce que qui va en bénéficier, c'est le patient, et qui est le promoteur de la donnée à la base, qui est la matière première de la donnée, c'est le patient. Donc je pense qu'il faudra un juste retour de la donnée vers l'innovation. Laurence Perrault, il vous reste 30 secondes. Alors moi j'ai envie de dire confiance, évidemment, coopération. Et puis il y a beaucoup de rapports qui sortent en France et ce serait bien qu'ils ne soient là pas que pour caler les armoires. Il y a un nouveau rapport qui a été demandé à Madame Beaumenier, présidente du CEPS. Elle nous dit quoi dans son rapport? Elle parle de pluriannualité, puisqu'on vient de le voir, la vallée de la mort, ça veut dire qu'il faut penser à 10-15 ans. Pluriannualité. Elle dit aussi comment on rapatrie la recherche clinique en France, comment on réévalue aussi l'investissement dans l'outil production en France ou au moins européen. Donc l'enjeu politique absolument majeur. Donc de la confiance, de la coopération pour répondre aux grands défis géopolitiques d'aujourd'hui. Je vous remercie.